La main tendue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue Paul Kagame du Rwanda. Cela s'est passé à Bruxelles lors de son speech dans ces Global Gateway Forum qui a eu en Belgique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa stratégie politique, a pensé que rien n'était perdu et qu'il était encore temps de bien faire les choses. Il m'est tendu qu'il semble être rejeté par son homologue Paul Kagame, qui pense que le contexte doit être respecté. C'était pour discuter les partenariats et non une occasion de se plaindre ou de sortir du contexte établi. Mesdames et messieurs, nous allons essayer dans cette émission d'analyser, de décrypter. Est-ce que Tshisekedi fléchit-il face à Kagame? Est-ce que Tshisekedi a joué à une philosophie que certains partisans penseraient que ça soit à sa faveur? Nous allons essayer d'analyser certains points qui peuvent aussi donner naissance à un contrepoids politique, parce que pour l'opposition, ils pensent que Tshisekedi n'a pas réussi son temps, alors qu'il était peut-être le moment de dire autre à la place de se plaindre. Nous recevons Monsieur Mara, que vous connaissez très bien. Monsieur retire ça aujourd'hui de nous devenir un peu mondial. Ça franchit même en dehors de nos frontières. Avec lui, on va comprendre quels sont les dessous. Est-ce que Tshisekedi a-t-il réussi son speech à Bruxelles? Monsieur Mara, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, un plateau spécial, hein, c'est pour décortiquer l'essentiel. Vous vous sentez quand même très bien, en forme? Merci, je me sens un peu en forme, sauf que j'étais quand même un peu frappé par la grippe. Vous savez que nous sommes vers une nouvelle saison et comme d'habitude, l'être humain présente toujours un peu de couac, mais nous essayons quand même de tenir. Et en dehors de cela, je crois que je voulais partager ma douleur, mais aussi mes angoisses avec les agents et cadres de la Société nationale des assurances, où le directeur général de cette compagnie a dit mal, le directeur général de cette compagnie a dit mal, notamment à appliquer les règles du travail, ou que l'inspecteur général du travail a essayé notamment de mettre en place à travers un circulaire, un document de correspondance pour que les agents et cadres vivent ce qu'on appelle le SMIG. Mais la question que nous nous posons, c'est savoir comment l'IDPS est au pouvoir. L'IDPS, le chef de l'État nomme les mandataires publics afin de penser aussi au social des Congolais à travers les entreprises de l'État, mais un cadre de l'IDPS qui a du mal à appliquer le SMIG. Je me pose la question, est-ce qu'il était vraiment aux côtés de Tshisekedi? Est-ce qu'il a les valeurs démocratiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social? C'est comme ça que ici, je lance l'appel envers le président de la République. Je sais qu'il est en Belgique et quand il va rentrer, qu'il y pense vraiment à parler avec ce monsieur, parce que il a bénéficié de la signature de l'ordonnance présidentielle. Pourquoi cette ordonnance doit être chiffonnée? Pourquoi cette décision du chef de l'État de les placer là-bas doit être jetée? Quelle est l'image que les agents et cadres jouent de l'assonance sont en train de voir lorsqu'ils parlent de l'IDPS? Et nous pensons que ce sont les cadres de mauvaise qualité de notre parti politique et ça ne passera pas. Voilà pourquoi je demande à ces agents d'être patients, et dès que le chef de l'État va pouvoir notamment avoir ces dossiers entre ses mains, et nous pensons que le chef de l'État va penser à trouver une solution. Et nous demandons à ce directeur général, il n'est pas notre ennemi, il n'est pas notre adversaire, c'est notre camarade du parti, nous lui demandons tout simplement d'appliquer le SMIG et de penser aussi que ces agents qui sont payés à un taux de 2008-2009 à un taux de 850, alors qu'aujourd'hui nous avons un taux, merci que les dollars a baissé, mais ce n'est pas quand même quelque chose de bien. Donc nous pensons que les DG va essayer quand même un peu d'améliorer la situation, parce que le peuple d'abord, ce n'est pas Tshisekedi qui va se réveiller pour trouver la solution, mais ça sera son fils à travers les ordonnances qu'il est en train de placer, tout et chacun de nous, à chaque direction. Très bien, merci beaucoup. Ainsi s'ouvre ces grands plateaux spéciaux. Vous avez le numéro affiché en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer, vous pouvez aussi nous écrire. Nous savons que nous sommes suivis en dehors de nos frontières. Et ici, en province, en République démocratique dans différentes provinces, nous sommes suivis. Merci pour les encouragements. Nous continuons à servir le peuple congolais. Et au niveau de la SONAS, les DG est dans l'obligation de respecter
les droits des agents. On est agent de l'État, on n'est pas agent d'un individu ou sous émotion d'un individu. Alors, Monsieur Mara, à Bruxelles, vous avez suivi les speeches du chef de l'État. Aujourd'hui, les opposants l'accusent de tous les maux. Vous avez suivi la réaction de Délice Sanga et tant d'autres opposants qui ont réagi en mal. Parce que pour le président Tshisekedi, le moment n'était pas opportun pour lui d'aller encore pleurnicher face à un individu qui peut aussi avoir sa taille, qui s'appelle Paul Kagame. Et d'ailleurs, Paul Kagame l'a aussi rappelé que on était venu ici discuter le partenariat et non se plaindre et vouloir imposer ou donner les dictats à certains ou aux autres. Que pensez-vous de la réaction de Paul Kagame? Parlant de la réaction de Paul Kagame, j'ai un sentiment, je dirais, d'angoisse. J'ai un sentiment qui n'est pas africain. J'ai un sentiment qui est très douloureux de voir un président qui est membre de l'Union africaine, un président qui est aussi l'homologue notamment du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais Kagame qui a tenu un discours, je dirais éhonté, un discours orgueilleux, un discours, c'est comme si c'est quelqu'un qui a reçu le feu vert vers le paradis. C'est comme si quelqu'un qui était capable de tout, qui avait la vie de l'ensemble de la communauté internationale, qui avait la vie, je dirais, voire même des destins de tout un peuple au niveau continental, au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau des pays membres, de l'EAC, des CRJLF. Et puis, moi, je me dis, est-ce que le discours de M. Kagame, c'est un discours que le peuple congolais devait applaudir? Parce que je vois certains communicateurs, je vois certains compatriotes de mauvaise qualité, excusez-moi, certains compatriotes ayant des sentiments antipatriotiques, ayant des antipathies vis-à-vis du président de la République, en train de commenter, de se moquer, non seulement au discours du chef de l'État, mais qu'ils applaudissent, excusez-moi, avec des comportements aveuglettes, c'est que M. Kagame a essayé de dire. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, Kagame n'est pas le premier homme africain le plus fort. Il n'est pas le premier président africain le plus fort. Mobutu était. Lorsque Mobutu régnait, lorsque Mobutu avait ses ex-phases, lorsque Mobutu avait ses généraux, on a eu les généraux tels que Général Mayele, on a eu les généraux tels que Général Nzimbi, on a eu les généraux tels que Général Nzete Ambila, excusez-moi, et tant d'autres personnes. Vous pensez que Mobutu était bête de respecter l'intégrité territoriale du Rwanda, de respecter l'intégrité territoriale de tout chacun pays de notre qui sont nos pays voisins, parmi les 9 pays voisins. Aujourd'hui, Kagame ne doit pas se prendre comme un nouveau Poutine au niveau de l'Afrique. Mais ce que nous avons aimé, c'est par rapport à l'attitude que le chef de l'État a affichée. Le chef de l'État a affiché une attitude d'un responsable. Il a mis à nu, alors, je dirais le pensée expansionniste de M. Kagame. Attention, c'est lui qui vous tend la main pour que nous puissions trouver la paix. Celui-là est plus intelligent que celui qui veut aller en guerre. J'entends beaucoup de gens disent non, le président Tshisekedi ne veut pas aller, ne pouvait pas tendre sa main vers le président Kagame parce qu'il a humilié la nation. Mais l'humiliation de la nation, les gens parlent de l'humiliation, mais les gens oublient le nombre de morts que la République démocratique du Congo a enregistré. Nous vous rappelons que la guerre qui se passe à l'Est n'est pas à l'Est du Rwanda. La guerre qui se passe à l'Est n'est pas à l'Est de l'Ouganda, du Rwanda ou alors du Kenya. C'est à l'Est et parmi les territoires de la République démocratique du Congo. Alors, c'est dans ce sens que nous disons que M. Kagame, qui a manqué l'occasion alors d'accepter la main tendue que le chef de l'État lui a faite, et aujourd'hui, c'est malheureux
pour certains compatriotes qui sont en train de critiquer les discours du chef de l'État et je suis vraiment abasourdi. Alors, on va essayer de faire une étude comparative parce que certains réagissent au vu ou au regard des paroles précédentes du président Tshisekedi. Vous savez tout ce qu'il a eu à étaler à l'encontre de Paul Kagame et que pour les Congolais, on est arrivé à un niveau où il ne faut plus demander la bonne volonté ou la solidarité d'un agresseur comme Paul Kagame, que vous connaissez très bien, qu'il concocte des histoires à l'encontre de la vue humaine et surtout dans la partie orientale. Quand le président Tshisekedi oublie le contexte dans lequel il a été invité à Bruxelles, voulant profiter de chaque occasion pour dissimuler ou soit pour exposer Paul Kagame, et à son tour, Kagame fait semblant, c'est comme si Tshisekedi n'existait pas. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui manque au chef de l'État de dire autre discours ou d'attaquer Paul Kagame indirectement au lieu de demander l'aval de Kagame pour que la paix revienne dans la partie orientale? Nous sommes en 2013, en 2012-2013, lorsque le M23 a été créé, je crois qu'après la signature du 23 mars 2009, après le CNDP de monsieur Laurent Kunda Batouare avec monsieur Bosco Taganda, en 2013, nous avons eu la présence de l'ancien secrétaire d'État américain, monsieur John Kerry, qui était, je crois que c'était en visite au niveau des pays africains, qui va faire cette tournée, commençant par le Gabon, passant par Congo-Brazzaville, en passant chez nous, et puis pour aller chuter au Rwanda. Et il va demander à M. Kabila de respecter la Constitution parce qu'on devait organiser les élections en 2016, le 19 décembre 2016. L'ancien chef d'État pose le problème de la présence de l'armée rwandaise qui soutenait le M23, qu'on ne peut pas aller notamment organiser les élections parce que on avait l'armée rwandaise qui était sous la couleur du M23. Et l'ancien secrétaire d'État américain va faire un déplacement vers M. Kagame pour lui demander, vous êtes obligé de retirer vos troupes sur le sol congolais parce que c'est un pays indépendant, c'est un pays qui jouit notamment de la souveraineté, c'est un pays qui jouit également de son intégrité territoriale. Et puisqu'il devait organiser les élections, vous devez retirer vos troupes. Un mois, 2 mois après, quelques mois après, le départ de M. John Kerry, on a vu les retraits sans conditionner ou sans conditionnel du rebelle du M23. Aujourd'hui, le chef de l'État fait le même exercice, il fait le même gymnastique, tout en demandant à celui qui envoie notamment ses militaires, sa force de défense dans les territoires congolais, de pouvoir retirer, de donner de l'ordre. Le chef de l'État n'a pas demandé à Kagame de venir discuter avec nous. Il a demandé à Kagame que vos forces de défense que vous envoyez sur les territoires congolais pour des raisons qui sont fallacieuses, alors il faut aller les retirer. Dites-moi, quel est le péché que le chef de l'État a fait lorsqu'il demande à Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais? C'est pas pour la première fois. Mais non, écoutez, pour la première fois, écoutez, et les gens en ont marre. Écoutez, non, il faut pas que les gens puissent avoir marre lorsque le chef de l'État multiplie des stratégies pour que nous puissions avoir la paix. Mais les gens doivent avoir marre lorsque nous enregistrons le nombre de morts. Monsieur le journaliste, savez-vous si aujourd'hui nous faisons la statistique de comprendre combien de morts que nous avons enregistrés dans cette partie de la République démocratique du Congo, combien de déplacés de guerre, combien nous avons enregistré en termes de développement, en termes de croissance économique, combien de millions aujourd'hui qui sont traversés, qui vont vers le Rwanda. C'est-à-dire que les gens devaient avoir marre lorsqu'ils continuent à avoir la présence des rebelles du M23 sur notre territoire. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce qui se manque de la demande du chef de l'État, parce qu'il a tendu la main à son homologue par rapport au retrait du M23, pourquoi ces gens-là ne multiplient pas des gymnastiques, ne déploient pas aussi des efforts, afin de dénoncer aussi l'agression rwandaise comme nous avons toujours dit. Mais je vais vous dire une chose, les gens veulent que nous puissions continuer avec la paix,
ou avec la guerre. Parce que la guerre, nous allons continuer toujours à enregistrer le nombre de morts. Mais le président Tshisekedi, c'est un calculateur, c'est un fin stratège. Il a poussé Kagame d'accepter d'abord indirectement la présence notamment de ses militaires sur le sol congolais. Vous avez suivi lorsque Kagame a pris la parole. Est-ce qu'il a nié qu'il y avait la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais? Non. Lui, il a parlé des partenariats. Mais puisque nous parlons des partenariats, monsieur le journaliste, est-ce que nous pouvons construire un pays avec la guerre? Est-ce qu'un État qui est agressé peut se reconstruire? Non. Raison pour laquelle le discours du chef de l'État est un discours qui a rencontré notamment les messages de M. Kagame. Parce que Kagame parle de se plénicher. Est-ce que Kagame ne se plénifie pas? Kagame ne s'est jamais pléniché? Combien de fois Kagame à parler et puis à se plaindre devant la communauté internationale? Combien de fois, lorsqu'il a vu, on l'a coupé, notamment les aides humanitaires par la Grande-Bretagne. Vous n'avez pas suivi comment Kagame était en train de se plaindre. Lorsque l'Afrique du Sud, avec le président Cyril Ramaphosa, a voulu envoyer encore d'autres troupes sur le sol congolais, vous n'avez pas suivi Kagame se plaindre. C'est-à-dire, quand Kagame parle de se plaindre, lui-même aussi, il s'est fait tirer aussi des balles sur sa propre tête. Mais je vais vous dire une chose, que on ne peut pas construire une nation avec notamment des déstabilisations. On ne peut pas construire une nation avec la présence des militaires et des forces de défense étrangères. Raison pour laquelle le chef de l'État a dit, en lieu et place, de continuer à dénoncer. Cette stratégie de dénoncer l'agression rwandaise, nous en avons fait autant. Mais est-ce que les résultats sur le terrain? Oui, les résultats sont là. Parce que Kagame, aujourd'hui, les avantages qu'il avait hier, aujourd'hui, il n'en a pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller vers lui. Mais puisque nous parlons de tendre la main, parce que c'est ça la phrase qui dérange. C'est ça ce qui inquiète. Est-ce que c'est la première fois que le chef de l'État puisse tendre sa main vers Kagame? Est-ce que c'est la première fois? Alors, excusez, je vais chuter par là. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, vous savez que le président Tshisekedi était le médiateur, l'initiateur pour qu'il y ait la convivialité, la solidarité entre le Rwanda ainsi que l'Ouganda. Il y avait la frontière qui était entre l'Ouganda et le Rwanda qui était fermée. C'était sous l'initiative du chef de l'État qui avait tendu la main entre M. Kagame ainsi que M. Museveni. Aujourd'hui, la frontière est ouverte, les relations, il y a des mouvements commerciaux, économiques qui se passent là-bas. Le chef de l'État a tendu la main entre M. Kagame ainsi que le président burundais, M. Ndayishimiye. Le chef de l'État a tendu la main entre Madame la présidente de la Tanzanie. Le chef de l'État a tendu la main entre les mains du président de la Zambie. Pourquoi pas de Jean Lorenzo de l'Angola. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Parce que le chef de l'État a tendu encore la main auprès de son homologue, M. Kagame, pour que nous puissions faire la paix. Où est le mal? Les gens veulent que les gens continuent à perdre la vie, ou bien nous avons besoin de la paix. Moi, j'ai comme l'impression que certains acteurs politiques ont un peu des agendas cachés derrière cette guerre. Les relations entre États sont des relations de force. Il n'y a pas de relations de solidarité entre États. Kagame agit en posture de force et qu'il faudrait aussi la réponse de la RDC. Mais écoutez, parce que vous parlez des relations entre les États sont des relations de force, oui, nous acceptons. Est-ce que nous ne nous battons pas sur terrain? Ce que font les Wazalendo, ce que font l'armée congolaise, il faut saluer cela. Si Kagame était fort, mais il serait déjà à Kinshasa. Si Kagame était fort comme il le pense, il serait déjà à Kinshasa. Et le président prendrait déjà son avion pour, je ne sais pas moi, aller à Bruxelles ou aller à Washington ou en dehors de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que celui qui est le plus fort dans un conflit, c'est celui qui comprend les mécanismes de solution. C'est celui-là qui a des stratégies. Parce que Machiavel le dit dans son livre des Princes, il dit ceci. La politique est caractérisée par les vents violents. Mais la force, ou alors l'avantage demeure entre les mains de celui qui a les issues de secours, et de sorties, pardon. Et celui qui a les issues de sorties, dans cette histoire, dans cet imbroglio que M. Kagame a créé, qui est soutenu par les multinationales internationales, mais aussi européennes et américaines, moi je pense que les chefs de l'État a ce qu'on appelle le dessus des cartes pour que nous puissions avoir la solution. Hier, nous avons condamné le chef de l'État. Pourquoi il était allé entrer à l'EAC? Pourquoi le chef de l'État est allé rencontrer Kagame à Doha? Pourquoi le chef de l'État est allé rencontrer Kagame au niveau de Luanda? Mais aujourd'hui, petit à petit, dans cette salle-là,
Quand le chef de l'État dit que nous devons faire la paix des braves, les gens qui ont applaudi le chef de l'État, ce ne sont pas vous et moi, ce sont ses homologues, ce sont les multinationales, ce sont aussi ses homologues, les présidents des États. Quand Cyril Ramaphosa a pris la parole, le président sud-africain, il a dit, ma joie est que je sens une énergie de la paix, une énergie de la sérénité qui se dégage sur la salle. Parce qu'il avait vu la présence de M. Kagame ainsi que la présence du chef de l'État. Et lorsque le président Kagame prend la parole, lui comme c'est un arrogant, lui comme il se croit être plus fort que le Saint-Esprit, que le Dieu créateur de toutes choses, alors Kagame va commencer à aller à l'autre chose. Mais le chef de l'État a fait monstre, a fait preuve de maturité politique, il a placé une stratégie et il a appelé à Kagame de tourner le dos à cette guerre qui a fait des millions de morts afin que nous puissions tourner vers la paix parce que la paix va nous amener vers le développement. Il y a Montesquieu, excusez-moi, qui dit que les effets commerciaux, si vous voulez bien, de la construction passent d'abord par les commerces mais aussi par la paix. On ne peut pas faire les commerces ou alors les activités économiques sans avoir la paix. Et puisque la rencontre au niveau de Bruxelles était concentrée sur la connectivité, voir comment les États devaient avoir une connectivité pour faire les affaires, mais aussi les commerces, c'est comme ça que le chef de l'État a appelé au bon sens de son homologue afin que nous puissions avoir la paix. C'est comme ça que nous disons, les gens qui critiquent, excusez-moi le terme bêtement, sans comprendre les quintessences, mais aussi l'importance des discours des chefs de l'État, demain, je dis bien demain, retenez bien la date d'aujourd'hui, ils donneront le chef de l'État la raison. Alors, pour vous, qu'est-ce qui serait à la base? Qu'est-ce qui motive ceux qui accusent le président Félix d'être un homme en fait, quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance parce que d'habitude, il n'arrive pas à respecter sa parole vis-à-vis de ses alliés. Il n'arrive pas à respecter les accords avec ses alliés. Pour vous, pourquoi les gens accusent le chef d'État de cette manière-là? Écoutez, il faut d'abord savoir que les discours politiques, les discours diplomatiques sont tenus selon les contextes, selon les enjeux et selon l'évolution, mais aussi de la situation de la géopolitique. On ne peut pas avoir un discours, c'est comme si on demandait l'indépendance. Le chef de l'État aujourd'hui ne peut pas tenir un discours devant une assemblée, c'est comme si c'est Lumumba qui exigeait le départ des Belges. Le chef de l'État ne pouvait pas tenir un discours devant, c'est comme s'il était devant la jeunesse africaine. Puisque vous parlez de la confiance, qu'est-ce qui aspire la confiance? Mais il faut aussi se poser des questions. Les gens là qui critiquent le chef de l'État, qui ne respectent jamais ses engagements. Mais vous aussi en tant que journaliste, vous êtes aussi censé de vous poser aussi des questions. Mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas aussi aller jusqu'au bout avec les engagements qu'ils signent avec le chef de l'État? Je vous donne seulement quelques exemples. Nous sommes allés après les élections de 2018, nous sommes allés dans un mariage de FCC Cash. Ce mariage qui a abouti, vous le savez bien, après la consultation, notamment entre le chef de l'État et le peuple congolais, à mettre fin, c'est-à-dire à faire un divorce entre FCC et Cash. Vous avez su ce qui s'est passé dans ce mariage où le chef de l'État signait les ordonnances. À l'époque, la présidente de l'Assemblée nationale, madame Janine Mabunda, qui refusait à l'époque, notamment, de demander à de faire respecter cela. Il y avait d'autres ministres qui ne voulaient même pas respecter les décisions du chef de l'État. Souvenez-vous du dossier de Yemei, ancien ministre de Justice, monsieur Tunda Kasenda, qui le chef de l'État donnait de l'ordre, lui partait chez Kabila pour avoir de l'ordre. Est-ce qu'on pouvait évoluer dans une telle attitude? Non. Le chef de l'État était dans l'obligation de mettre fin à ce mariage. On arrive au sein de l'Union sacrée de la nation. Katumbi arrive, Bemba arrive. Katumbi, pour des raisons, pour aller gagner les élections, aux élections de 2023, il quitte l'Union sacrée. Il quitte l'Union sacrée, Bemba qui est resté. Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba n'a pas le cerveau de comprendre aussi que le président ne respecte pas les engagements? C'est seulement ces gens-là, c'est seulement Katumbi, c'est seulement Kabila. Je reviens avec Kabila, ancien chef de l'État. Il était avec nous ici. Il roulait avec les motos ici. Il roulait avec ses voitures ici.
Qui a poussé à Kabila de sortir, à quitter ce pays? Il faut pas comparer ce qui s'est passé en Angola entre João Lourenço et ancien président, l'ancien président angolais, Eduardo Santos. C'est-à-dire que Eduardo était dans l'obligation de quitter l'Angola et là où il est allé mourir au niveau de l'Espagne. Aujourd'hui, l'ancien président congolais qui est avec nous ici, qui vivait bien avec son successeur, qui a poussé à Kabila de quitter le pays, Kabila qui fait enrôler l'ancien président Asseni, qui le fait un rebelle, et Kabila qui va devenir aussi chef rebelle, condamnateur de toutes les activités des mouvements rebelles. Est-ce que dans ces conditions, le chef de l'État va respecter de tels accords? Comment un ancien président, en lieu et place d'aider son homologue, ou non, son successeur, de récits, parce que lui, il avait l'expérience de 18 ans, mais lui, il préfère aller créer un mouvement rebelle pour venir renverser le régime. Comment on peut évoluer dans telle situation? Non, vous accusez, il n'y a pas que Kabila, il y a les départs un départ précipité de Vital Kamerhe, un allié de bras droit du chef de l'État, qui se voit aujourd'hui être en dehors, à l'extérieur du perchoir de l'Assemblée nationale. Ça fait craindre la confiance. Si nous voulons aller dans cette dimension des choses, dans ce terrain-là, nous poussons alors les Congolais à croire que le chef de l'État s'y mixe dans les affaires intérieures, notamment de chaque institution, où il se mixe et il viole intentionnellement la constitution de notre pays, alors que ce qui n'est pas le cas. Le départ de Vital Kamerhe n'est pas une demande du chef de l'État. Le départ du président de l'Assemblée nationale n'était pas une initiative du chef de l'État. Lorsque les députés ont pris l'initiative de faire une pétition pour faire partie le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, après la démission de Vital Kamerhe, il a tenu une interview en disant que il n'était ni de près ni de loin de ce qui arrive au président de l'Assemblée nationale. Et il est allé même plus loin de lui appeler son frère. Mais celui que vous dites que le chef de l'État est toujours quelqu'un qui est toujours derrière, notamment de ce qui arrive, le non-respect des engagements, il n'est pas sérieux, qu'on sort tout ça là. Mais savez-vous que c'est le chef de l'État qui était le premier de dire que Vital Kamerhe était sérieux et il jouerait un autre rôle. Après la prison, nous avons vu le président Vital Kamerhe être nommé le ministre de l'économie, le VPM d'ailleurs, mais aussi arriver à la tête de l'Assemblée nationale. Donc, le départ de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe que je salue ici, n'était pas l'initiative, notamment du chef de l'État. Et donc, ça veut dire quoi? Ceux qui sont cohérents envers le chef de l'État, ils sont là envers le chef de l'État. Ceux qui veulent créer notamment des ambitions, de créer des zizanies pour faire échouer le chef de l'État. Vous voulez que le chef de l'État puisse continuer à marcher avec eux? Alors, je vous donne le cas aussi de Kagame. Nous sommes allés voir M. Kagame. Nous avons tendu la main. Lorsque nous avons pris le pouvoir. Nous avons dit nous devons créer, construire des routes ensemble. Les Rwandais avec le régime de Kagame ont dit non. Si nous construisons des routes, alors ça va déséquilibrer nos activités parce qu'ils savent que en construisant des routes, il y aura la sécurité, la visibilité. On verra comment les éléments du M23 vont commencer à entrer dans notre territoire. Ils ont refusé. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous avons accueilli M. Kagame ici au stade de Martyrs. Nous sommes allés vers le président Museveni. Nous sommes allés vers plusieurs présidents au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que ceux qui veulent créer les ambitions, des complications, des difficultés pour que le chef de l'État ne fonctionne pas, ce sont ceux-là qui pensent que le chef de l'État est le premier à ne pas respecter les engagements. Qui a chassé Moïse Katumbi dans ce pays? Moïse Katumbi qui a trompé tout le monde, qui voulait aller suivre un match en Égypte ici, et à partir de là, il va aller à Washington en Belgique pour s'autoproclamer être un exilé politique. Qui l'a poussé? Lorsque Kabila a voulu organiser l'élection, Katumbi était dans ce pays, il a suivi les élections en dehors du pays. Mais quand le chef de l'État a gagné les élections, c'est lui qui a initié que M. Katumbi puisse rentrer au pays. Sans les efforts du chef de l'État, Katumbi ne devait pas rentrer au pays. Ça, Kabila ne voulait même pas. Mais c'est grâce aux efforts et de la volonté politique du chef de l'État de vivre ensemble. Katumbi était ici. Et après l'Union sacrée, Katumbi est allé en Europe. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union sacrée, dans la volonté politique du chef de l'État, dans sa vision, le chef de l'État reste toujours celui qu'on appelle le garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi celui qu'on appelle le symbole de l'unité nationale, comme stipule la Constitution dans son article 69. Loin de nous, l'idée de dire que le chef de l'État ne respecte pas les engagements. Si c'était le cas,
les présidents Trump, les présidents américains ne devaient pas appeler le gouvernement congolais à les signer un accord où le premier président d'un pays le plus puissant militairement, mais aussi stratégiquement au niveau planétaire, de pouvoir accepter la médiation entre le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo. Lorenzo n'a pas parlé de manque de confiance entre le président Tshisekedi et lui. C'est seulement les faux opposants, excusez-moi les termes, que ceux qui sont essoufflés, ceux qui ne veulent même pas savoir la différence entre la crise sécuritaire, mais aussi de la mauvaise gouvernance. C'est là les grands problèmes quand on demande au président Tshisekedi de revenir à l'interne, voir la situation en face telle qu'elle se déroule, la consommer telle qu'elle se présente, et que lui voudrait dans sa politique dévier l'occasion principale qu'a donnée la CENCO, les CC, les autres confessions religieuses, notamment la CIN, RDC et les autres. Pourquoi les chefs de l'État ne manifestent pas cette bonne volonté qu'il y a l'urgence du dialogue inclusif et qu'il faut à un certain moment donné mettre les vins, un peu d'eau dans les vins, cesser aussi de traquer les opposants. La condamnation à la peine de mort de Joseph Kabila, vous avez suivi la réaction de la CENCO récemment qui qualifierait d'ailleurs ces procès d'un procès expéditif, et aussi Bruxelles qui a réagi avant que les chefs de l'État piétinent la Belgique. Bruxelles avait réagi que c'était un procès qui avait un problème de procédure. Pour vous, vous ne pensez pas que les chefs de l'État, petit à petit, il est en train de former une philosophie qui risquerait d'être, de donner forme à une dictature pour faire asseoir sa vision du changement ou de la modification de la Constitution? À quand? Pourquoi il ne veut pas donner les cutus du dialogue au même moment que les choses se déroulent sur terrain? Je crois que lorsque nos prélats, qui malheureusement ont lieu et place de s'occuper des sacrements, de la vie des fidèles dans leurs églises, et ils s'en occupent beaucoup plus de la politique. C'est ça les mal. Non, mais sur le plan social, ils doivent s'occuper aussi de leur peuple. Mais écoutez, puisque vous parlez sur le plan social, qui a détourné l'argent qu'on a donné, 25 millions de dollars, pour la construction des édifices routiers, notamment les infrastructures dans les différentes diocèses à travers les provinces, n'est-ce pas la CENCO? Je ne veux pas ici revenir sur le propos du président du MLC, le président Jean-Pierre Bemba. Est-ce que la CENCO a des leçons à donner au chef de l'État? Écoutez, on ne doit pas toujours faire confiance à ceux qui pensent que les faits de porter la soutane, c'est-à-dire que vous êtes saint. Non, ce n'est pas ça. Ils ne sont pas des saints. Vous voulez douter de la CENCO qui vous a accompagné quand vous étiez à l'opposition? J'en reviens dans votre question. Vous voyez cette histoire de dialogue, c'est comme c'est une goutte d'eau qui risque de déborder la vase. Pourquoi je dis ça? La CENCO avec l'opposition, c'est comme s'ils sont dans une confusion. Lorsque le chef de l'État parle que nous devons aller en confrontation, nous devons aller en guerre contre le Rwanda, contre le M23, contre la force de défense du Rwanda, la CENCO prend la place de dire, de dénoncer ce qu'on appelle que le chef de l'État ne veut pas de dialogue. Lorsque le chef tend la main vers l'agresseur et les tueurs, je peux encore bien prononcer les mots, l'assassin sans frontières contemporain, mais c'est Kagame, alors l'opposition et la CENCO, avec l'église, excusez-moi, catholique, qui vont alors commencer à dire que le président était puissant. Il a humilié toute une nation. Quand est-ce qu'on parle de l'humiliation? L'humiliation aussi, c'est lorsque nous voyons une CENCO composée de prélats catholiques congolais, de l'ECC, qui se dirige aveuglément auprès de celui qui nous agresse, de celui qui organise, qui chiffonne, excusez-moi, voire même les principes de l'intangibilité de notre frontière. Comment la CENCO est arrivée au Rwanda? Comment la CENCO est arrivée en Ouganda? Comment la CENCO est arrivée au Kenya? Tout ça, c'est pour aller prendre les conseils auprès de ceux dont ils sont obligés de rendre compte. Mais ici, puisque vous parlez de dialogue, lorsqu'ils ont commencé cette histoire de ce qu'on appelle le dialogue, ils ont commencé auprès du chef de l'État. Ils ont été récits par le chef de l'État. Le président les a dit, je vous donne ma bénédiction présidentielle. Mais il ne leur avait pas donné les mandats. Après cela, la CENCO,
et les SCC se sont dirigés à Goma, je ne sais pas moi si ils étaient passés par la forêt équatoriale où ils avaient disparu, puis ils sont réapparus à Goma, je ne sais pas moi, parce que l'aéroport était fermé. C'est-à-dire que ils arrivent là, ils vont se cliner devant ceux qui ont tué, ceux qui ont fait les carnages, et ceux qui ont brûlé la prison de Mouzézé. Ils vont aller s'incliner devant Kagame et consorts. Ça, c'est une honte. Vous pensez qu'en Ukraine, il n'y a pas une congrégation, ce qu'on appelle catholique? En Ukraine, il n'y a pas l'église catholique. En Ukraine, les prélats n'importent pas de soutane. C'est-à-dire que le chef de l'État est le premier acteur d'accepter la demande faite par la Senko pour le dialogue. D'ailleurs, le chef de l'État a dit, nous allons renforcer cela en mettant en place d'autres acteurs religieux, notamment de l'église des réveils, mais aussi de d'autres églises. Chose qui a été faite. Chose qui a été faite. Mais aujourd'hui, qui bloque la chose? Est-ce que nous devons dialoguer au moment où nous nous sommes focalisés pour mettre fin d'abord à ce qui se passe à l'Est? Si nous dialoguons aujourd'hui... Mais c'est l'un des éléments de piste de solution. Écoutez, si nous dialoguons aujourd'hui, est-ce que ce qui se passe à l'Est ne finisse pas? Ils vont dire que Tshisekedi est toujours tâtonnant. Non, mais il avait déjà accusé, vous allez continuer, il a accusé son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être le patron du AFC. Mais non. Corneille Nangaa. Écoutez. Non, ça veut dire que chercher la paix avec Kabila, c'est être sur la même table. Mais non, écoutez, on ne peut pas commencer à parler de quelqu'un qui est dans une morgue politique. Sur les questions de vivants. Kabila est dans une morgue politique. Oui, Kabila est dans une morgue politique. Parce que celui qui est condamné à mort, on ne peut plus commencer à parler ces choses pendant que nous sommes en train de discuter sur les questions de vie. Posez-nous des questions sur les choses qui concernent la vie des populations congolaises. Nous ne pouvons pas commencer à revenir si celui qui est dans une morgue politique. Ça, je ne retire pas. C'est-à-dire quoi? Lorsque le chef de l'État a accusé celui dont je considère aujourd'hui est dans une morgue politique, c'est-à-dire qu'il avait toutes les informations. Est-ce qu'il y a un Congolais qui est mieux informé aujourd'hui en dehors du chef de l'État, en dehors du président de la République? Est-ce qu'il y a une organisation, une institution qui est la mieux informée que le président le président de la République? Il n'y en a pas. Mais quand le chef de l'État parle, il parle en ayant en lui la maîtrise de la situation. Mais il sait là où il est en train d'amener l'avion qui transporte notamment la vie de tout un peuple. Alors, que la Senko, avec ces gens-là, ne pense pas que nous sommes des dupes. Nous connaissons les G. Les G, c'est quoi? Les G, c'est de ressusciter celui qui est dans une morgue politique. Celui qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Et celui qui est prêt, qui est dans un hôpital agonissant. Mais c'est Corneille Nangaa, que la Senko veut organiser un dialogue afin que ces gens-là, Kabila soit ressuscité dans la morgue et qu'il soit revenu aux affaires. Et que Nangaa, qu'il y soit sorti pendant qu'il est dans un hôpital très agonissant afin qu'il revienne sur les affaires politiques. Mais ça ne passera pas parce que le nombre de morts que Nangaa et Kabila ont occasionné, ça c'est quelque chose de cruel. Excusez-moi, est-ce que nous pouvons faire ce qu'on appelle une étude comparative? Ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe chez nous. Vous avez déjà vu un pays africain organiser les élections dont le président quittait le pouvoir et que le président qui laisse le pouvoir, qui devient chef rebelle en Afrique, même 5 à 10 ans passés, on peut citer un tel pays. Et ce qui est grave, celui qui est coordonnateur de ce mouvement créé par ce président, l'ancien président, c'est l'ancien président de la CENI. C'est-à-dire que la vraie humiliation, c'est de voir un ancien président devenir rebelle. La vraie humiliation de notre pays, que le Congo, les Congolais, que nous ne pouvons pas être considérés ailleurs, si ce n'est que de voir l'ancien président de la CENI devenir coordonnateur d'un mouvement rebelle, où on est en train de tuer les Congolais. Et la vraie humiliation, c'est de voir que les gens qui sont censés d'être une église au milieu du village, qui portent des soutanes, qui ont la maîtrise de la parole de Dieu, mais sans le Saint-Esprit, c'est la même qui veulent accompagner quand vous étiez à l'opposition, l'UDPS. C'est la même Senko. Mais écoutez. On parle de la même Senko qui vous a accompagné. La Senko a été traquée. Les prêtres ont subi des histoires sous Kabila. Paix à son âme, l'aspirante Thérèse Kapangala. Cette dame aujourd'hui, pourquoi la Senko ne parle même pas d'elle? Vous avez déjà vu dans les communiqués de la Senko, ne serait-ce qu'une seule fois, présenter même ses condoléances à l'aspirante Thérèse Kapangala, pour ne pas parler de Rossi Mukendi. Mamandunda est décédé comment? C'est-à-dire que aujourd'hui la Senko a du mal de faire les distinguos
entre la crise de la bonne gouvernance, mais aussi la crise sécuritaire. Ce qui se passe à l'Est, que la SENCO sache que c'est le Rwanda qui est en train de soutenir les mouvements rebelles et que l'ancien chef de l'État est devenu chef rebelle en violation de l'article 62 alinéa 2 de notre constitution qui refuse et qui s'oppose qu'aucun Congolais, aucun groupe d'individus ne peut prendre ce qu'on appelle un territoire où il peut se servir d'une base arrière. Et Kabila a fait ça en prenant la province du Nord Kivu avec son chef-lieu la ville de Goma, mais aussi la province du Sud Kivu avec son chef-lieu la ville de Bukavu, ensemble avec 8 territoires de la province du Sud Kivu, mais aussi 6 territoires de la province du Nord Kivu, ce qui fait 14 territoires. Aujourd'hui, la plupart de ces localités où le Rwanda est en train de piller, de surexploiter nos minerais. C'est une honte pour nous de constater aujourd'hui que la SENCO est en train de plaider pour faire un dialogue afin de laver les criminels de guerre, les criminels économiques, ceux qui ont tué et ceux qui continuent à tuer, ceux qui continuent à collaborer avec le Rwanda. Quel dirons-nous de Kabila en 2002-2003, quand il disait que le vrai défi reste à exiger les retraits des troupes rwandaises. Aujourd'hui, Kabila est en train de dire que les aspirations du M23 sont légitimes et que les revendications du M23 sont les revendications du peuple. Que dirons-nous? Ça, c'est une honte. Nous devons regarder les caméras et dire au monde que notre ancien président ne peut pas devenir rebelle. Voilà pourquoi nous demandons à la SENCO que le chef de l'État n'a pas refusé le dialogue. Et le chef de l'État l'avait dit, lorsque nous avons organisé notre deuxième congrès de l'Union sacrée, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec toutes les initiatives de dialogue extérieur, mais aussi de ceux qui soutiennent les M23. Mais le chef de l'État reste toujours le garant de la nation, mais aussi le symbole de l'unité nationale, comme stipule l'article 69 de notre Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Mara. Nous avons fini presque les minutes. Nous avons épuisé nos minutes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Peut-être un mot de la fin, mais là, avec une question. Pourquoi vous êtes trop motivé, l'Union sacrée, l'UDPS en particulier, pourquoi vous êtes motivé à la modification de la Constitution, sachant que cela peut brûler la toile? On finit l'émission par là. Cela ne brûlera jamais la toile. Lorsque Kabila, avec ses belligérants, nous ont amené la Constitution que nous considérons comme un acte de vente, le Congo n'avait pas disparu. Les fleuves Congo n'avaient pas séché et la forêt équatoriale n'avait pas disparu. La forêt équatoriale avait continué jusqu'au jour de jouer son rôle de deuxième poumon mondial, de réglementer ce qu'on appelle les dérèglements climatiques. C'est-à-dire quoi? Paix à son âme, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui avait dit une fois UDPS sera au pouvoir, nous allons changer cette constitution. On ne parle même pas de la modification de votre société. Écoutez, on ne parle même pas de la modification de la constitution. Pour honorer la mémoire de notre héros national, de celui qui est le père de la démocratie dans notre pays, Étienne Tshisekedi Wamulumba, à travers son serment, qu'une fois l'UDPS sera au pouvoir, nous allons changer cette constitution. Donc vous n'avez même pas peur, ni crainte, la détermination du chef de l'État. Toutes les pressions qui peuvent survenir. Quelles que soient les pressions, c'est la demande du peuple congolais. Nous devons changer cette constitution et ça sera l'occasion pour nous d'honorer la mémoire de notre leader Maxime Étienne Tshisekedi Wamulumba, mais aussi son tout combat qu'il a livré pour asseoir une démocratie. Cette constitution où on nous dit de laisser une zone tampon pour des raisons de paix au niveau de l'Afrique. Cette constitution où on nous dit que personne ne peut aujourd'hui venir respecter l'intégrité territoriale de notre pays. C'est-à-dire que ce que nous devons faire ici pour chuter, nous appelons le peuple congolais à la résilience. Nous appelons le Congolais de ne pas être trop extrémiste, mais d'être aussi optimiste. Parce que le chef de l'État a pris sa vie, il a mis ça en danger. Nous sommes arrivés à l'époque où Mobutu était déjà sur le point de départ. Nous sommes arrivés à un point où Laurent Désiré Kabila avait perdu sa vie. Et nous sommes arrivés à un point où Monsieur Kabila avait déjà compris que mon mandat est arrivé à la fin et je n'ai plus de manœuvre. Le chef de l'État reste déterminé pour affronter avec bravoure et relever les défis de la pacification et c'est par là qui sera considéré comme le mentor de la pacification du Congo en général, mais aussi de la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous encourageons le chef de l'État de continuer, qu'il continue parce que avec résilience,
nous allons relever les défis et la dignité du peuple congolais sera au rendez-vous. Merci aux fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique de la FM en télévision de nous avoir accompagnés. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. Je vous retrouve très prochainement avec ce même plaisir.